Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Le 19 avril dernier a été édité en Blu-ray, DVD, un gros coffret ultra collector même, le titre est bien précis, de La chair et le sang, un film connu, ultra connu. C'est une évidence ce film, mais fut un temps ça ne l'était pas. On va en parler avec mon invité. La chair et le sang de Paul Verhoeven qui date de 85. Le coffret, c'est un master haute définition. Il y a plein de bonus. C'est édité chez Carlotta. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Et parmi les bonus, il y a un livre, à peu près 150-160 pages, qui s'appelle Comment survivre, qui a été écrit par mon invité d'aujourd'hui, Olivier Père. Et il a accepté de venir parler de La chair et le sang. Et avant de le présenter, je voudrais juste le remercier vraiment de prendre le temps au lendemain du Festival de Cannes pour parler d'un film qui, à mon avis, est très important pour lui. Comment allez-vous ? Et moi qui vous remercie, Samir, merci. Bonjour, oui, ça va très bien. Alors, Olivier Père, vous avez été, enfin, j'allais dire vous avez été, mais je crois que vous l'êtes encore, mais ça, on va en parler après. En tout cas, vous avez été critique de cinéma pour Les Inrecuptibles, programmateur à la Cinémathèque française. Vous avez été délégué général à la quinzaine des réalisateurs entre 2004 et 2009, si je me trompe pas. Vous avez été aussi directeur artistique du Festival international du film de Locarno. Vous tenez un blog, tout est dans le descriptif. Et actuellement, vous êtes directeur général Arte, France Cinéma. Et puis, vous êtes directeur d'unité Cinéma Arte France. Voilà. Et puis, moi, je vous ai connu surtout dans les années 90 via vos articles et critiques dans les Inrecuptibles, qui étaient vraiment pour moi mon cahier du cinéma. Voilà, je referme la parenthèse là-dessus. Alors, une question très très simple. Est-ce que finalement, vous êtes toujours, tous les postes que vous avez occupés, avant qu'on parle de La chair et le sang, mais tous les postes que vous avez occupés, finalement, est-ce que c'est toujours de la critique de cinéma ? Oui, alors en même temps, je me considère pas comme critique. Je pense que j'ai jamais vraiment été critique parce que c'est quelque chose que j'ai fait en tant que pigiste. Alors je dirais pas en tant que dilettante parce que je prenais ça plutôt sérieusement, mais je pense qu'on peut faire de la critique de différentes manières en écrivant dans des quotidiens ou dans des revues, bien sûr, maintenant dans des blogs ou sur YouTube. Mais c'est vrai que je ressens une grande continuité dans toutes les activités que j'ai pu avoir de mon entrée à la Cinémathèque française en tant que programmateur, enfin documentaliste, programmateur, et puis après oui chargé de responsable de programmation, et puis ensuite en étant pigiste aux Inrock, et puis en dirigeant des festivals, et aujourd'hui à Arte, je suis arrivé à Arte en 2012, et ça m'a donné finalement la grande chance, la grande possibilité de réunir un peu tout ce que j'avais fait auparavant, parce que travailler à Arte, c'est programmer des films, enfin en tout cas acheter des films pour l'antenne, donc montrer des films quand on peut montrer des films à la cinémathèque ou dans une salle de cinéma, sauf qu'on les montre à un peu plus de gens, mais il y a quand même, ça part toujours du désir de quelqu'un de montrer un film à une autre personne ou à d'autres personnes, donc c'est quelque chose d'assez personnel finalement. Et puis il y a bien sûr la mission en coproduisant des films, d'aider des cinéastes. Alors, on les aide pas en les montrant dans un festival, mais on les aide dès l'étape du scénario pour les coproduire. Donc, on permet souvent, parfois, que le film existe. Hein. Donc, c'est une responsabilité, c'est une manière encore plus forte d'être utile, d'aider les auteurs du cinéma contemporain ou les cinéastes qui font des films aujourd'hui, les cinéastes et les producteurs. Et puis aussi, c'est vrai qu'en arrivant à Arte, avec tous ces films que nous montrons, que nous accompagnons, que nous coproduisons, ça m'a donné envie de les accompagner d'une manière peut-être plus éditoriale, plus journalistique, et de reprendre un peu ma casquette de journaliste en faisant des entretiens comme vous faites avec des réalisateurs. Alors évidemment, je les connais parce qu'on a soutenu le projet, donc principe, c'est des films que j'aime beaucoup, des cinéastes qui m'intéressent. Donc, il y a une proximité peut-être plus grande et on a plus le temps de parler. Mais j'avais envie d'en faire profiter des cinéphiles ou des gens qui ne sont pas cinéphiles, mais qui sont curieux, qui regardent Arte, d'apporter quelque chose en plus, donc des conversations avec les réalisateurs, les gens qui font les films. Et puis parfois aussi d'écrire sur ces films, sur mon blog, et de les accompagner comme ça à l'occasion du Festival de Cannes, mais aussi tout au long de l'année, à l'occasion de leur sortie en salle, à l'occasion de leur sortie en DVD ou de leur diffusion à l'antenne. Donc c'est vrai que
c'est toute une partie éditoriale qu'on a souhaité construire, développer à Arte, d'autant plus que ça survient avec la montée en force d'Arte.tv, d'une plateforme qui permet de montrer des films, de remontrer des choses qui sont déjà passées à l'antenne, mais aussi de montrer des choses, des contenus inédits, exclusifs, qui peuvent être des films, des documentaires, mais aussi ces modules différents. Il y a différents formats, il y a des choses très courtes et des choses plus longues, où on parle des films qu'on montre à l'antenne ou qu'on a coproduits et qui vont sortir en salle. Mais il y a aussi cette possibilité de vous parliez de Arte TV, qui est quand même devenu un espace important. En tout cas, je sais en connaissance de cause, mais il y a aussi cette possibilité que le film ou le documentaire, très souvent, puisse être accessible sur un certain temps, qui n'est pas uniquement disponible sur 2-3 jours. Est-ce que ça, c'était quelque chose d'assez important pour vous? On retrouve là, pour le coup, un peu sans vraiment faire de la comparaison, mais je me souviens un peu de quand Canal+ est arrivé dans les années 80, il y avait cette possibilité qui était extrêmement originale pour nous, les jeunes, très très jeunes cinéphiles, de pouvoir revoir plusieurs fois le film. Et de pouvoir l'enregistrer, de ne pas le rater, c'est ça. La multidiffusion qui a effectivement été lancée par Canal+. Il y a aussi des multidiffusions à l'antenne d'Arte, mais c'est vrai que maintenant, quand on achète un film, dans la mesure du possible, on bénéficie d'une part de droits web qu'on appelait avant, enfin c'est plus vraiment de la télévision de rattrapage, parce que maintenant c'est vrai que, comme je le disais, il y a beaucoup de films qui ne sont pas diffusés à l'antenne, donc c'est pas du rattrapage, c'est vraiment de l'exclusivité. Mais c'est vrai, quand on achète un film pour des droits web sur arte.tv ou même sur YouTube, pour certains d'entre eux, on a des droits YouTube, on essaye d'avoir des droits assez longs pour que le film puisse exister, qu'il soit le plus longtemps disponible. Et puis, les us et coutumes des cinéphiles ou des téléspectateurs ont changé. Je pense que la télévision occupe une place importante, c'est toujours une référence, mais dans les coutumes des jeunes ou des moins jeunes, le fait de voir des films sur arte.tv, c'est largement développé. Il y a aussi quelque chose dont je me souviens de par vos écrits quand vous étiez aux Inrocks, mais aussi lorsque vous étiez délégué général à la quinzaine. Alors, vous allez me dire, c'est une évidence, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça commence à se perdre de plus en plus. Cette propension, ce désir très fort de diversifier aussi le regard, c'est-à-dire de voir que bon, le cinéma existe un peu partout ailleurs. C'est super banal ce que je dis, hein. Mais j'ai l'impression que ça se perd de plus en plus et par ce que vous faites sur Arte, mais aussi ce que vous faites via le blog, j'ai l'impression que ça, il faut que c'est quelque chose, ça résiste, quoi. Il faut qu'on continue encore et toujours de montrer des images d'ailleurs. Oui, bien sûr, on tend à diversifier le plus possible notre offre cinéma. Alors, vous avez raison de parler d'images d'ailleurs, parce que je pense qu'il ne faut pas être trop centré sur un cinéma uniquement occidental ou uniquement américain ou uniquement européen, même si c'est quand même le cinéma européen, c'est quand même le socle, je dirais, d'Arte. Mais en même temps, être européen ou s'intéresser au cinéma français, naturellement, on en arrive à s'intéresser au cinéma mondial, puisqu'on sait très bien que Arte coproduit des films du monde entier, de français, européens, mais aussi qui viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Et on le fait toujours grâce à la participation de coproducteurs européens, français ou allemands, sans bien évidemment dénaturer l'identité culturelle de ces films. Donc, c'est la même chose à l'antenne. Il y a des cases de diffusion qui nous permettent de montrer des films d'Iran, d'Asie, d'Afrique, des films très connus et des films moins connus. On est quand même aidé par ce nouvel âge d'or de la cinéphilie, qui est celui de la restauration intensive de films du patrimoine, grâce à des cinémathèques ou des institutions qui restaurent des films, alors qui restaurent des films très connus, mais qui restaurent aussi des films très méconnus ou devenus invisibles, hein. Je pense au film de Lino Brocca, par exemple. Enfin voilà, chaque année apporte son lot de découvertes et de redécouvertes, et aussi de découvertes absolues du cinéma du patrimoine, plus bien sûr tous les films qui se produisent. Donc on essaye d'être le reflet de ça, d'un cinéma, d'accueillir la plus grande diversité possible. Ça va vraiment de l'Ave Diaz au cinéma d'auteurs populaires ou du cinéma populaire français. C'est vrai que j'ai aussi été attentif au fait de diversifier cette offre
en la rendant non pas plus populaire ou en baissant l'exigence, mais aussi en accentuant la curiosité et ce goût de la diversité. Moi, je suis très heureux de montrer des films de Jean-Pierre Mocky, par exemple, sur Arte, quand je le peux, ou certains films de Lelouch, parce que on sait très bien que le cinéma, en tout cas la mise en scène, ce qu'il y a d'intéressant dans le cinéma, ça peut se trouver ou se retrouver dans des genres très différents, dans un cinéma plus commercial, plus populaire, ou dans un cinéma plus artistique. Est-ce que vous êtes conscient que vous ne pourrez jamais prendre votre retraite? Mais j'espère bien. Ça, c'est mon souhait le plus cher. Je ne sais pas si ce sera possible, mais en tout cas, je continuerai à. Enfin, moi, le cinéma me passionne depuis presque toujours, et j'ai eu la chance de travailler dans ce domaine, souvent dans un secteur non commercial, et puis Arte, c'est une chaîne du service public, donc ça permet aussi beaucoup plus de liberté, et donc plus de plaisir à communiquer et à partager avec les gens qui ont envie de voir ces films. Alors, je sais qu'en parallèle de toutes ces activités, et vous me l'aviez dit hors caméra, que vous continuez encore à parler de films de patrimoine, de classiques, mais aussi de films récents. Et puis, vous contribuez beaucoup aussi, collaborez beaucoup dans la conception de bonus DVD. Et donc là, on va en parler. Là, c'est plus qu'un bonus parce que c'est vraiment autre chose. C'est quand même un livre. Et donc, avant de parler parlons de La chair et le sang. Et moi, il y a toujours une petite question que je pose souvent à mes invités. Vous la connaissez, mais j'imagine que La chair et le sang, j'imagine que c'est pas votre image marquante, en tout cas. J'en suis même pratiquement sûr. Ah non, je l'ai vu à sa sortie, mais quand je l'ai vu à sa sortie, j'étais déjà un adolescent, et j'avais déjà une relation et un rapport très fort avec le cinéma. Alors, c'est quoi votre image marquante? Mon image marquante, en tout cas une image originelle de mon rapport au cinéma, elle remonte à, si j'ai bien calculé, peut-être avril ou mai 76, donc j'avais 5 ans. J'avais 5 ans, et j'ai très peu de souvenirs de ma petite enfance, et c'est le seul souvenir que j'ai, en fait, ou en tout cas un souvenir très, très fort qui ne m'a jamais quitté. C'est alors il y a beaucoup de choses qui sont floues autour, parce que c'est ma mère qui m'a amené voir au cinéma Pinocchio. Et c'était pas je crois qu'on était en déplacement, c'était pas dans ma ville, c'était dans une ville, ça devait être à Clermont-Ferrand ou à Grenoble, je sais pas. Le dessin animé ou le film? Non, le dessin animé de Walt Disney, D'accord. qui ressortait, parce que les Walt Disney, quand j'étais enfant, c'était quasiment les seuls films pour enfants qui existaient. Il y avait quelques petites choses, mais le cinéma pour enfants n'avait pas l'importance industrielle qu'il a maintenant, ou même les adultes maintenant vont voir des films pour enfants, vont voir des dessins animés. À l'époque, il y avait un Walt Disney par an, et c'était parfois une reprise ou deux. Et donc, je vais voir Pinocchio, et j'ai 5 ans, et je n'ai aucun souvenir du film. Le film ne m'a vraiment pas intéressé. Par contre, j'ai eu un souvenir traumatique de la bande-annonce qui a été projetée avant le film. Et peut-être que de là est né aussi l'intérêt que j'ai longtemps eu pour les bandes-annonces. Et donc, j'ai vu des images très violentes, très choquantes d'un film, parce qu'avant, comme les films pour enfants étaient diffusés étaient projetés dans des cinémas normaux, où vous savez qu'à une époque, dans les années 70, dans le même cinéma, on pouvait voir un Kubrick, un film porno et un film. Donc il paraîtrait, oui. C'était un peu compliqué parfois, parce qu'on avait accès, on voyait des films avec des bandes annonces qui n'étaient pas forcément appropriées. Et donc, je vois une bande annonce très violente qui me choque. Et cette bande annonce était une succession de meurtres. Avec une irisation de l'image, là, dans un style très années 70. Et donc, moi, j'ai 5 ans et je vois ça, et ça m'a fait faire des cauchemars, et j'ai pensé tout le temps. Et j'ai découvert longtemps après, en voyant le film peut-être, quand je l'ai vu à la télévision, c'était la bande-annonce de Cadavreschi de Francesco Rosi. Film politique italien, d'après un roman de Leonardo Sciascia, le contexte, qui est un film sur la mafia, sur des crimes mafieux, sur une sorte de complot politique. Et c'est vraiment ça que j'ai retenu de cette séance. C'est pas du tout le film de Walt Disney. Et donc, ça a vraiment été quelque chose de fondateur, parce que moi, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, j'étais attiré par ce qui me faisait peur au cinéma. J'étais attiré par des images interdites, ou des sons interdits que j'entreapercevais à la télévision, ou sur des affiches dans les rues, ou dans les halls de cinéma. Et ça me terrorisait, en même temps, ça m'attirait, ça m'excitait énormément. Et c'est vrai que mon adolescence, ma cinéphilie, elle s'est vraiment bâtie
sur un cinéma de genre, mais surtout sur un cinéma de genre fantastique, horrifique, des choses qui m'ont d'abord terrifié avant que je puisse y accéder, les découvrir. Les films de Carpenter, les films d'Argento, les films de... Et donc, je pense que le cinéma, pour moi, c'est vraiment lié à la peur. C'est pas du tout lié à la comédie ou quelque chose d'un peu enchanteur. Je me suis intéressé à la comédie en tant que cinéphile, mais beaucoup plus tardivement. Mais voilà, donc ça a vraiment été des images chocs. D'ailleurs, j'aime beaucoup le film de Rosie. J'ai même eu l'occasion de lui dire, mais il s'en fichait complètement. Mais C'est incroyable ce que vous dites. Mais c'est incroyable ce que vous racontez. Vous connaissez le fameux article d'Anné quand il dit parler à Alain Resnais pour lui expliquer comment. Ouais, voilà. Et Alain Resnais lui dit bof, de jamais parler avec les auteurs qui vous ont regardé. Toute proportion gardée, c'est à peu près, c'est pas, oui, toute proportion gardée parce que non, mais ce qui était marrant, c'était cette anecdote le film est très bien, mais la bande-annonce était très bien et voilà, elle s'est vraiment gravée dans mon cerveau, dans ma mémoire. Et peut-être qu'ensuite j'ai cherché des sensations très fortes au cinéma. Moi, les chocs que j'ai eus enfant, enfin jeune, très jeune adolescent, c'était vraiment, bon, bien sûr, Blade Runner, Conan le Barbare de John Milius, des choses comme ça, des films un peu qui ont marqué le début des années 80 par rapport à une forme de réinvention du cinéma d'action, d'aventure, de science-fiction. Après, j'ai découvert évidemment que ces films étaient très influencés par Sergio Leone et par Kurosawa, par John Ford. Mais moi, j'ai découvert le cinéma avec cette génération-là de cinéastes qui ont fait leurs meilleurs films entre la fin des années 70 et le début des années 80. Scarface de Palma, Phantom of the Paradise. Et donc, ça nous amène naturellement à Verhoeven, qui est un peu le dernier chaînon de cette généalogie. Et quand j'ai vu le film, le film m'a choqué. Hein. Le film m'a plu, mais il m'a plus choqué que plu, en fait, je pense, la première fois que je l'ai vu, La chair et le sang. Malgré tout ce que vous aviez pu voir auparavant, comme Conan le Barbare, Oui. j'ai un vague souvenir de l'avoir. Mais quand même, ça, c'était quelque chose qui vous aviez vraiment perturbé. Alors, la première fois que vous l'avez vu. Quand on voit la chair et le sang, justement, bon, je suis allé le voir parce qu'à l'époque, j'étais lecteur de Starfix, parce que je m'intéressais au cinéma d'aventure, au cinéma de genre, pas seulement, mais disons que j'allais voir beaucoup de films en salle qui appartenaient à cette catégorie-là. Et tout de suite, quand on voit le film, enfin quand on voyait le film à l'époque, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le film n'a pas eu un immense succès quand il est sorti, c'est que justement, il y avait un hiatus très important entre ce film et tous les films américains d'heroic fantasy qui étaient sortis un peu à la même époque. Même si j'aime beaucoup Conan le Barbare, j'aimais beaucoup ce genre de film, ça restait des films américains. Le film de Verhoeven était profondément européen dans ses outrances, dans sa représentation de la sexualité. Il était beaucoup plus choquant, beaucoup plus dérangeant, parce qu'il montrait des choses qui étaient beaucoup moins... le film était beaucoup plus choquant parce que il ne prenait pas de gants, quoi, avec certaines règles du cinéma américain, du cinéma hollywoodien, qui, c'est vrai, certes à cette époque était assez violent, allait assez loin dans la représentation de la violence, mais le film de Verhoeven, par exemple, allait beaucoup plus loin dans la représentation de la sexualité, était beaucoup plus ambigu sur le plan de la morale. Conan le Barbare, c'est quand même une histoire de vengeance. C'est un western, c'est quelqu'un, voilà, dont les parents ont été tués et qui va chercher l'assassin de ses parents pour se venger. Donc c'est une trame de western. Alors évidemment, il y a des choses un peu violentes, choquantes, mais ça reste de la bande dessinée. Ou de l'heroic fantasy. Le film de Verhoeven, c'était de la bande dessinée, mais c'était de la bande dessinée pour adultes. On avait vraiment l'impression de voir quelque chose de très érotique, de très sexuel, de très sale aussi. Je dirais que c'est mon premier rendez-vous avec le cinéma de Verhoeven, mais aussi avec le cinéma néerlandais, quoi, avec ce côté très, très trivial. Et plus tard, en revoyant le film, j'ai compris que Verhoeven... bon, évidemment, c'était le prolongement de ces films néerlandais précédents, que je n'avais pas encore vus. Hein. On voit qu'il y avait une grande cohérence, mais c'est aussi un cinéma qui vient davantage du western italien, par exemple, du cinéma de Sergio Leone ou de Sergio Corbucci, que
que du cinéma américain. Alors, il y a des références au cinéma américain, j'en parle dans le livre. Il y a une inscription dans un cinéma d'aventure européen, mais avec une dose de trivialité qui est largement supérieure à tout ce qu'on a pu voir dans le cinéma américain, y compris le cinéma américain des années 70, 80, où il y avait quand même un certain relâchement de ce côté-là. Alors, on va parler aussi après de la structure du livre et comment vous avez attaqué frontalement ce film qui est important et pour vous, mais aussi pour Verhoeven, bon, plein de choses. Mais avant cela, je voudrais savoir juste, vous l'aviez un peu évoqué, mais quand le film sort en France, c'est qui Verhoeven? Comment il est représenté, comment il est perçu en France? Comment il est perçu aussi peut-être même dans le cinéma mondial? Est-ce qu'on le connaît vraiment à Non, l'époque? on le connaît pas et on le connaît surtout pas en France, ce qui est assez particulier parce que la France est quand même connue pour être un pays de la cinéphilie où certains cinéastes qui n'étaient pas du tout prophètes en leur pays ont été d'abord découverts en France, puis ensuite dans leur propre pays, enfin en tout cas consacrés, puis à l'international. Là, c'est étrangement, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est que Verhoeven a été dès ses premiers films une sorte de star des réalisateurs aux Pays-Bas. Il faut dire qu'il n'y a pas énormément de cinéastes là-bas, mais disons que c'était vraiment le cinéaste qui, dans les années 70, a battu tous les records du box-office néerlandais avec Turkish Delice, avec Soldier of Orange, avec tous ces films ont été des très très gros succès et certains ont même été des marqueurs comme ça historiques dans l'histoire du box-office néerlandais. Donc c'était vraiment une metteur en scène vedette des Pays-Bas. Ensuite, certains de ces films ont obtenu certains succès, en tout cas une reconnaissance critique aux États-Unis. Turkish Delice représente les Pays-Bas aux Oscars. Soldier of Orange est un assez beau succès aux États-Unis. Je crois que le film gagne des Golden Globes, il est encensé par la critique, il attire l'attention même des studios de Spielberg, de Lucas qui voit le film et qui propose à Verhoeven de réaliser Le Retour du Jedi. Enfin, il y a un frémissement comme ça parce que le film Soldier of Orange, qui est un film de guerre, a une structure plus classique, est un film beaucoup plus spectaculaire avec des gros moyens. Et c'est vrai que ça pourrait être un ticket pour Hollywood. Ça arrivera plus tard, mais c'est déjà. Donc, il est connu. En France, rien. En France, il n'est pas du tout connu parce que ces films ne sortent pas. Les seuls qui sortent, ce sont le premier, là, Business is Business, qui est une comédie sur la prostitution, mais qui va sortir en France dans le circuit porno avec des inserts hard, enfin, qui va vraiment avoir une sortie totalement anonyme. Hein. C'est pas du tout. On ne reconnaît pas Verhoeven à ce moment-là. En revanche, Turkish Delice va sortir parce que Turkish Delice c'est un film de 73, je crois, et ça a été un succès de scandale un peu partout dans le monde, enfin en tout cas en Europe. Et donc il sort en France, mais auréolé d'un parfum de scandale. C'est un film qu'on considère presque à l'époque comme un film semi-pornographique hein, sur une relation passionnelle. Enfin, vous avez vu le film, et le film est connu, il est vu et revu, mais c'est vrai que c'est un film qui a un peu le statut, je sais pas, des valseuses, ou du Dernier Tango à Paris, ou de Sweet Movie, cette vague de films scandaleux. Et on retient surtout le scandale, on retient tout ce qu'il peut y avoir de provocateur dans le film, mais on ne retient pas vraiment le nom de Verhoeven. Verhoeven ne va pas devenir un nom qu'on peut associer à celui de Ferreri ou de Makaveyev. Enfin, il reste comme si c'était un accident, comme si c'était un cinéaste commercial qui avait fait un film un peu provocateur. Et puis, les autres films ne sortent pas. Je pense qu'à l'époque, déjà, le cinéma néerlandais en France, ça voulait pas dire grand-chose. C'était une culture, un cinéma qui était très loin d'une autre. Il n'y avait pas vraiment de lien entre la France et le cinéma des Pays-Bas. Et les distributeurs n'y croyaient pas. Donc, ni Soldier of Orange, ni Speters, ces films ne sortent pas en France. Ils sortiront plus tard en vidéo, ni Le Quatrième Homme. Et on commence un petit peu à parler en France de Verhoeven, enfin à reparler de Verhoeven grâce au Quatrième Homme, parce qu'il est montré au Festival d'Avoriaz. Et à montrer à Avoriaz, il déclenche l'enthousiasme, enfin, il marché du film, il déclenche l'enthousiasme des jeunes critiques, des jeunes journalistes de Starfix qui découvrent Verhoeven avec ce film et qui en font l'éloge, qui en font la promotion, mais le film ne trouve pas de distributeur. Donc il va falloir qu'ils attendent la sortie du film suivant, qui est un film qui est donc La chair et le sang, qui est la première fois que Verhoeven va tourner un film avec des capitaux étrangers, avec des capitaux américains.
Orion va lui donner de l'argent, Mac Medavoy, donc il a déjà un pied aux États-Unis, enfin avec le cinéma américain, mais ça demeure un film européen puisqu'il va le tourner en Espagne. Et donc c'est une coproduction entre l'Espagne, les Pays-Bas, les États-Unis. Mais comme il tourne en Espagne, loin d'Hollywood, ça reste un film européen. Et je pense que tout ce qu'il a fait là-bas, il n'aurait pas pu le faire à Hollywood. Et d'ailleurs, pardon, Donc, excusez-moi. la vraie découverte, enfin, la première fois que le nom de Verhoeven apparaît comme ça dans la presse cinéma, c'est avec la chair et le sang, il semble. D'ailleurs, dans le livre, ce que j'ai omis de dire, c'était aussi important, c'est que sont incluses aussi des photographies de tournage de François Cognard, qui fait partie donc de la revue Starflix. Et d'ailleurs, il y a même un entretien entre vous et François. François est allé sur le tournage. Comme ils étaient devenus fans de Verhoeven, il l'avait rencontré, il était invité sur le tournage. Donc il y a eu 2 articles sur ce film dans Starflix, sur le tournage et quelques mois après sur la sortie du film. Et François Cognard est devenu un peu le journaliste attitré. Enfin, c'est lui qui chroniquait, qui parlait, qui a suivi la carrière de Verhoeven dans la revue Starflix. Et il nous a confié les photos qu'il avait prises sur le tournage dans ce château là en Espagne. Et certaines avaient déjà été publiées dans Starflix à l'époque et d'autres non. Et puis c'est vrai que j'en ai profité pour faire un entretien avec lui pour qu'il nous rappelle un peu ses souvenirs de découverte et de tournage du film. Il y a une très belle photo de Jennifer Jason Leigh qui est allongée comme ça sur le lit. Et elle est extraordinaire, cette photo. C'est un peu la Belle au bois dormant. C'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier de dire que les photos sont aussi à noter. Enfin, il y a des petits textes sur chaque photo. Donc, comment est né le projet de La chair et le sang? Alors, c'est un projet qui remonte à longtemps. Ça aussi, ça remonte, c'est un film qui remonte aux sources du cinéma de Verhoeven. Parce que Verhoeven, il était déjà très connu aux Pays-Bas avant même de faire son premier film, parce qu'il avait réalisé une série qui s'appelle Floris, et qui est une série télé. Alors là, on est à la fin des années 60, je pense, qui a été un énorme succès populaire, là aussi d'audience à la télévision hollandaise, un truc historique. C'était une version un petit peu de Thierry Lafronde ou de Ivanhoé, tournée pour la télé néerlandaise. Donc c'était comme ça des récits d'aventure d'un prince qui revenait dans son royaume et qui trouvait un tyran et qui luttait pour libérer les opprimés et qui contre un seigneur. Et c'était un film d'aventure pour toute la famille. Hein. Et le preux chevalier Floris était interprété par Rutger Hauer. Il a découvert Rutger Hauer à cette occasion et c'est devenu son acteur fétiche, en tout cas pour sa période hollandaise, jusqu'à La chair et le sang. Et donc, dès ce premier feuilleton qui a été vraiment... Alors, à l'époque, c'était révolutionnaire parce qu'il avait un budget confortable. Enfin, il tournait en extérieur. C'était plus du tout... il y avait quelque chose d'un peu révolutionnaire dans ce feuilleton qui brisait un peu les règles de la télévision de l'époque où tout était en studio. Donc, c'était... Le truc est pas mal, on peut le trouver en DVD. Et il écrit cette histoire, ce feuilleton Floris, avec Gérard Sauteman, qui va devenir son scénariste attitré, là aussi. D'ailleurs, ils se sont retrouvés plus tard pour Black Book. Ils ont fait beaucoup de films ensemble. Et Sauteman est de formation, est historien de formation. Et ils avaient récolté énormément d'informations sur cette période, donc qui est le Moyen-Âge tardif et le début de la Renaissance. C'est un peu la même époque que la chair et le sang. Et évidemment, dans tout ce qu'ils avaient recueilli comme informations, comme idées ou comme sujet, il y avait des choses comme les viols de guerre, comme la peste, comme la violence, des choses qui étaient impossibles à insérer dans un téléfilm, enfin, dans une série pour la télévision, une série familiale. Et donc, ils s'étaient dit, il faudrait qu'un jour on fasse dans un film, enfin qu'on mette dans un film tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans Floris, parce que c'est trop violent, parce que c'est trop sale, parce que c'est trop barbare. On a envie d'explorer enfin, cette époque du début du XVIe siècle. Et puis, ils ont continué à y réfléchir. Et puis, quand est venu le moment pour Verhoeven
peut-être de faire un film encore plus ambitieux sur le plan des moyens, sur le plan du budget, et puis avec les Américains, est venue l'idée de faire ça. Mais au départ, il y a ça, il y a prolonger ce qui avait été fait avec Floris, et aussi, ça aussi c'est intervenu très tôt dans la genèse du projet. Au départ, Verhoeven voulait faire une version médiévale de La Horde sauvage de Peckinpah. La chair et le sang, ça a été vraiment imaginé au départ comme, pas un remake, mais en tout cas une variation autour de La Horde sauvage, mais transposée dans la Renaissance dans un pays en Europe, voilà, comme c'est indiqué au début du film. On ne sait pas vraiment où ça se passe, enfin, c'est entre la France, l'Espagne, l'Italie. Et ça, c'était encore plus évident dans le scénario initial. Il y avait vraiment l'idée d'un mercenaire en fuite poursuivi par son ancien ami qui est à la solde d'un seigneur et qui doit le traquer pour le tuer. Comme dans la Horde sauvage, il y a Robert Ryan qui traque William Holden. Les financeurs américains n'étaient pas totalement convaincus. Ils ont dit oui, mais ça serait mieux quand même que vous insériez une romance, une histoire d'amour, une histoire romantique, que vous mettiez une princesse, que vous mettiez d'autres personnages. Donc c'est ce qu'il a fait. Alors après, je pense qu'ils n'ont pas non plus été très contents quand ils ont vu que ce n'est pas vraiment une histoire d'amour romantique avec une princesse et un seigneur. Mais c'est vrai que paradoxalement, le personnage féminin du film, Agnès, interprétée par Jennifer Jason Leigh, qui est un personnage féminin magnifique et qui renvoie à tous les personnages féminins de Paul Verhoeven, qu'il avait fait avant et qu'il fera ensuite, a pris de l'importance, mais un peu contre l'avis au début de Verhoeven, qui ne voyait pas son film comme ça. Il le voyait vraiment sur une opposition entre deux hommes. Et là, c'est devenu un film qui est un triangle, hein, qui est une relation triangulaire entre deux hommes et une femme, et un homme qui poursuit un autre parce que ce mercenaire qui a enlevé sa fiancée. Donc, finalement, même si Verhoeven a toujours été très critique envers ce film, il regrette certaines choses, le tournage a été épouvantable, c'était un très mauvais souvenir, le scénario a évolué, et moi je pense que pour le mieux, enfin sans doute qu'un remake de La Horde sauvage par Verhoeven, ça fait bien entendu rêver, je pense que le film aurait été sûrement passionnant, mais il aurait été peut-être moins proche de ce qu'on sait, ce qu'on aime de Verhoeven, à savoir toujours la présence de personnages féminins extrêmement forts. Mais c'est ça qui est assez troublant, c'est que à la base, il veut faire un remake avoué de La Horde sauvage, et puis les producteurs lui demandent de faire différemment les choses. Il les fait effectivement différemment, encore plus différemment que les producteurs souhaitaient. Et finalement, le personnage féminin qui va se dessiner, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que maintenant, aujourd'hui, en 2022, quand on voit les films, les autres films qu'il a fait après, on s'aperçoit qu'en fait, il y a et d'ailleurs, c'est ce que vous écrivez dans le livre, c'est qu'en fait, ce personnage féminin annonce les grands personnages féminins des autres films. C'est ça qui est assez troublant. Elle annonce à la fois le personnage de Catherine Tramell, de Sharon Stone dans Basic Instinct, de Nomi dans Showgirls, de Caris Van Houten dans Black Book, et même d'Isabelle Huppert dans Elle, finalement. Voilà. Donc, toutes les grandes héroïnes de Verhoeven, elles prennent naissance dans ce personnage qui est un peu le fruit d'une greffe, de quelque chose de pas forcément prévu au départ. Mais après, je pense que quand il a fait le film, il a bien compris que c'était elle la véritable héroïne du film. C'était pas Rutger Hauer, c'était pas le mercenaire, encore moins le jeune prince qui va tout faire pour la sauver. C'est elle le cœur du film, c'est vraiment elle le centre du film. C'est d'ailleurs peut-être ce qui n'a pas beaucoup plu à Rutger Hauer sur le tournage, parce que non seulement il joue un personnage qui est non héroïque, hein, qui est un personnage extrêmement ambigu et extrêmement violent, mais il n'est même pas considéré comme l'anti-héros principal du film. C'est vraiment elle, je pense. Le personnage que joue Jennifer Jason Leigh, Agnès, si je ne me trompe pas, est-ce que ça annonce aussi peut-être de manière beaucoup plus générale une autre manière de dessiner, de définir les personnages féminins d'aujourd'hui, dans le cinéma d'aujourd'hui? Est-ce que ça annonce ça aussi, paradoxalement?
Oui, vous avez raison. Oui, c'est un personnage qui est totalement atypique et nouveau, à la fois dans le cinéma d'aventure, on va dire, hein, dans le cinéma épique, historique, et de manière générale dans un cinéma plus moderne. Il y a eu souvent des films, parce que le film s'inscrit aussi dans toute une histoire, du tradition du cinéma d'aventure un peu picaresque. Hein. Il a puisé dans Le Corsaire Rouge, il a puisé dans Veracruz, il a puisé dans. Le film raconte aussi une histoire assez proche des professionnels de Richard Brooks, où il y a justement une femme qui est kidnappée. Et puis, les femmes en général, hein, dans le cinéma, alors il y a évidemment des exceptions, mais elles sont parfois un peu sacrifiées dans un cinéma d'aventure où c'est surtout des affrontements entre hommes, et puis la femme est un peu le butin. Là, ça pourrait être le cas, hein, parce que c'est vraiment. C'est une histoire de possession, c'est une histoire de. C'est le jeune prince part à la recherche de sa fiancée parce qu'on lui a volé sa fiancée, donc on lui a volé quelque chose qui est censé lui appartenir. Les mercenaires, évidemment, eux, ils prennent de force tout ce qui ne leur est pas, de tout ce qu'ils ne possèdent pas, à savoir les richesses, la liberté, mais aussi les femmes. Voilà, ils peuvent posséder les femmes de force comme des butins de guerre. Et puis tout ça va devenir beaucoup plus complexe parce que Agnès est prise dans une sorte de dilemme. C'est une jeune princesse qui sort du couvent, donc elle est sans expérience et en même temps avide d'expérience, parce on sent qu'elle a une frustration, qu'elle a un désir de découvrir l'amour, le désir physique, l'amour physique, et que elle est en attente que quelque chose se passe. Alors ce qui va se passer, c'est au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer ou craindre ou espérer, parce qu'elle est kidnappée par des mercenaires, elle est violée. Et c'est justement là que va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai parlé de survie dans cet essai. C'est qu'elle elle va retourner la violence des hommes et faire preuve d'un courage, d'une force et aussi d'une intelligence, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'instinct de survie chez Verhoeven, il s'agit aussi de manipulation, de stratégie ou de tactique, où dans une situation extrême, il faut trouver le moyen le plus adapté, même si c'est pas le plus sûr, même si parfois le plus dangereux ou le plus douloureux, pour survivre et pour parvenir à ses fins. Et c'est ce qui survient lors de cette scène. Et ensuite, on sent quand même le dilemme d'Agnès qui quand même prend goût, enfin en tout cas découvre le monde des mercenaires, des hors-la-loi, qui est celui de la violence, de la sauvagerie, mais aussi de la liberté. Et puis en même temps, est-ce qu'elle doit rester fidèle à sa classe, hein. Enfin, il y a quelque chose d'assez politique dans le film. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas pour elle rentrer dans le giron et puis finalement faire en sorte que le plan des mercenaires échoue et que son fiancé puisse la libérer comme prévu. Donc elle va user de stratagèmes, elle va manipuler un petit peu tout le monde, et puis jusqu'à une fin assez ouverte, assez ambiguë finalement, puisque les gens ont déjà vu le film, mais c'est vrai que il y a quand même un doute qui plane sur ce dernier regard qui est échangé à la fin du film, et on voit très bien que cette expérience, c'est pour ça qu'on peut aussi citer les contrebandiers de Moonfleet au sujet de La chair et le sang. C'est aussi peut-être une version féminine des contrebandiers de Moonfleet, où là ce n'est pas un enfant qui est confronté à la violence d'un monde hors la loi, mais une jeune femme. Et on peut dire que l'exercice a sûrement été pour elle profitable aussi. J'allais vous poser la question. J'allais vous dire, est-ce que c'est plutôt Rutger Hauer qui dirait à Jennifer Jason Leigh, l'exercice a été profitable, madame? Non, je pense que c'est elle, parce Ouais. que finalement, le seul qui demeure inchangé tout au long du film, je me demande si c'est pas Rutger Hauer, puisque on le voit au début du film arriver avec son épée et son baluchon. C'est sa seule propriété, et puis il va se battre, et puis il va être content parce qu'il aura gagné de l'argent, et puis la fin, ils sont tous morts, et lui il a son épée, son baluchon, et il repart vers d'autres aventures.
Et finalement, il a. Alors, vous avez raison, parce qu'en fait, à un moment, il dit que c'est la première fois qu'il rencontre une femme pour laquelle il éprouve quelque chose. En même temps, ce qu'il éprouve, c'est un désir extrêmement, extrêmement violent. Il y a quand même et possessif. Je pense pas qu'on soit à un moment donné du côté de Rutger Hauer, puisque il est quand même présenté comme quelqu'un d'extrêmement bestial. Il est troublé par Agnès pour plein de raisons, mais quand même, quand il se rend compte qu'elle va lui échapper, il préfère l'assassiner. Enfin, il préfère essayer de l'assassiner. Donc, non, je pense que lui, il reste un personnage violent, brutal, qui est un personnage du Moyen Âge qui va entrer dans une nouvelle ère, qui est celle de la Renaissance. Mais je pense que c'est plutôt du côté chez Verhoeven, c'est souvent du côté féminin qu'il y a du changement, enfin de l'adaptation, du changement, et puis de la résistance et du courage aussi. Alors, juste une petite digression, parce que vous avez beaucoup, je veux dire, juste une petite parenthèse, on ouvre une parenthèse, parce que vous avez beaucoup évoqué d'autres films classiques hollywoodiens, comme Veracruz, les Moonfleet, tout ça. Je voulais juste savoir quel était le rapport qu'entretenait. Est-ce que c'est un véritable cinéphile, Verhoeven? Est-ce que c'est un cinéaste cinéphile? Oui, il est très cinéphile. Il a vraiment appris ce que c'est que le cinéma en décortiquant les grands classiques. Parce que lui, il a fait des études de médecine. Enfin, il a fait des études. Il n'a pas fait des études de cinéma. En revanche, il était très cinéphile. Et d'ailleurs, les films qu'il cite au sujet de La chair et le sang, qu'il a vraiment étudié pour voir comment on fait un film en costume, comment on fait un film qui se déroule dans une époque aussi lointaine, c'est Alexandre Nevsky, Ivan le Terrible. Bon, Conan le Barbare aussi, parce qu'il voulait sans doute s'inspirer de quelque chose de plus récent, mais il adore décortiquer le cinéma et c'est un passionné d'Alain Resnais, de Godard, de Fellini. Et alors forcément, pour ce film-là, il s'est penché sur des films d'aventure, mais il a vraiment pris les grands classiques du cinéma d'aventure, et les Vikings aussi de Richard Fleischer, pour voir ce qu'il pouvait faire. Il a commis peut-être une erreur, en tout cas il le regrette encore aujourd'hui, c'est que exceptionnellement, il n'a pas préparé son découpage, il n'a pas procédé à un storyboard, alors que tous ses films précédents étaient très préparés sur le plan de la mise en scène, parce qu'il pensait que justement ça apporterait quelque chose de l'ordre du chaos, du désordre qu'il voulait représenter. Et comme c'était quand même un film avec des moyens beaucoup plus importants, dans un pays étranger, avec une équipe qui était partiellement une équipe étrangère qu'il ne connaissait pas, ça a au contraire généré beaucoup de retard, de complications. Mais il y a quand même certaines séquences qui sont très composées, comme la première séquence, hein, où on part du ciel assombri par les nuages de fumée de la guerre, et puis on arrive sur une croix, puis sur les soldats. Il y a des choses qui sont assez inspirées par Eisenstein ou par d'autres. Alors, juste avant de revenir avec vous sur 2-3 éléments du film, juste, je voudrais savoir comment vous avez. Là, on parle du livre, hein, de l'essai que vous avez écrit et qui se trouve donc dans le collector La chair et le sang, édité chez Carlotta. Comment vous avez attaqué, questionné, abordé frontalement ce film, en sachant que, petit 1, c'est un film qui est aujourd'hui, ça y est, c'est évident, important dans l'histoire du cinéma et dans celui de Verhoeven, et puis surtout parce que c'est aussi un film très important dans votre propre histoire. Comment vous abordez ce film-là? Disons que c'était la première fois que j'écrivais un essai aussi long, et en plus sur un seul film, pas sur un cinéaste ou sur un seul film. J'avais déjà écrit, grâce à Carlotta aussi, un petit essai sur Crash de Cronenberg, mais qui était moins épais. J'ai essayé d'épuiser le sujet, hein. J'ai vraiment essayé d'épuiser le film en le prenant un peu par tous les bouts, et en puisant, parce que le film est très riche, hein, il est très chargé. C'est à la fois un film qu'on peut trouver par moments un peu fauché, qui aurait bénéficié, sans doute eu besoin de plus d'argent. Voilà, il y a parfois un côté série B qui me dérange pas du tout, parce que ça renvoie beaucoup au cinéma italien, à l'outrance, au côté un peu carnavalesque de certaines situations, ou du jeu des acteurs qui est parfois outré. Mais c'est un film très riche, parce que
comme vous le disiez, il contient tous les thèmes de Verhoeven. Et puis, il s'attaque à quelque chose qui est un peu compliqué, qui est le film historique, le Moyen-Âge, la Renaissance. Je voulais savoir comment il faisait. Donc, j'ai voulu faire des entrées, une multitude d'entrées sur le film. Alors, évidemment, parler de la sexualité, parler de la religion, parler de la guerre, parler de plein de choses, mais aussi des choses qui peuvent paraître un peu plus annexes dans le cinéma de Verhoeven, mais qui m'ont frappé dans le film. Hein. Par exemple, le personnage de l'enfant. Il n'y a pas beaucoup d'enfants dans le cinéma de Verhoeven. Ils apparaissent de manière beaucoup plus discrète ou épisodique que d'autres, que des femmes. Mais dans le film, j'ai trouvé que la place de l'enfant, parce que c'est aussi un film sur un groupe, c'est sur un groupe de mercenaires, donc, dont le leader est Martin, interprété par Rutger Hauer. Mais dans ce groupe, je pensais que ça valait vraiment la peine de creuser un petit peu, parce qu'il y a une sorte de prêtre défroqué qui est un prédicateur et qui les prédicateurs ont joué un rôle important dans la perception de la religion et même sur le plan politique, je dirais presque médiatique au Moyen-Âge, parce que c'était des personnages assez populaires, enfin qui pouvaient déplacer des foules. Donc il y a ce personnage de prédicateur, il y a un couple de mercenaires homosexuels. Ça, c'est quand même assez étonnant. Enfin, ils ont tous. Il y en a un qui est amoureux d'une prostituée qui elle-même est amoureuse de Martin. Donc, il y a aussi des triangles sentimentaux. Enfin, il y a une grande richesse, une grande complexité. Non pas seulement par rapport à l'histoire et au contexte, mais aussi des personnages. Et c'est quelque chose de très fréquent chez Verhoeven, hein, quand il fait Spectres, quand il fait Soldier of Orange ou quand il fait Starship Troopers. Il parle aussi de groupes, alors qui sont souvent des groupes de soldats, enfin des groupes plutôt virils, mais à l'intérieur duquel il y a aussi des femmes, et il y a toujours des relations, une circulation des sentiments, qui me paraissait très, très riche dans La chair et le sang. Voilà, j'ai essayé d'aborder un petit peu tout ce qui me plaisait, tout ce qui m'interpellait dans le film, tout ce qui me paraissait important. Et après, bon, ça a été un peu, il a fallu agencer tout ça, organiser tout ça, chapitrer tout ça, mettre un peu en scène tout ça dans le livre pour que ça soit un peu cohérent. Mais au départ, j'avais même le projet au départ de faire un abécédaire, c'est-à-dire de trouver un sujet, un thème par lettre de l'alphabet, tellement le film paraissait foisonnant. Et il l'est. Ça, c'est indubitable. Il y a deux sous-chapitres, donc vous l'avez évoqué, il y a l'enfance avec Little John, et puis il y a la guerre, et puis vous dites à un moment que si on ne connaît pas forcément la vie de Verhoeven, son enfance, vous dites en gros que voilà, l'enfant et ce rapport à la guerre, on pourrait faire une connexion, un pont avec ce que Verhoeven, enfin l'enfant Verhoeven, ce qu'il a connu à ce moment-là. C'est un enfant de la guerre, Verhoeven. Oui, en tout cas, si la guerre est aussi présente dans son cinéma, hein, même quand il fait un film de science-fiction comme Starship Troopers, c'est pas un space opéra, c'est un film de guerre. Quand il fait La chair et le sang aussi, c'est la guerre qui l'intéresse vraiment. Et ça renvoie toujours à ses souvenirs d'enfance dans la Hollande occupée par les nazis et les bombardements, où il a assisté à des scènes de bombardements avec des cadavres dans la rue, des maisons de son quartier bombardées et détruites avec des morts. Et c'est aussi la raison pour laquelle La chair et le sang est un film aussi anachronique, parce qu'il y a à la fois une forme d'hyper-réalisme, de volonté de montrer dans les petits détails vrais ce que pouvait être la vie à cette époque. Et en même temps, il y a une grande liberté par rapport à la représentation de la guerre, des batailles, des armes, parce que c'est quand même, le film est très, très anachronique et même très bordélique dans la manière où il mélange plusieurs siècles du Moyen-Âge et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, dans la façon dont les gens se battent, dont on voit et on voit, c'est vrai, des scènes de charniers, de batailles, d'explosions, qui font plus penser à la Première ou la Seconde Guerre mondiale que la réalité concrète du Moyen-Âge à l'époque, en tout cas de ce qu'on en dit et ce qu'on en décrit les historiens, les médiévistes.
Si je me trompe pas, vous en parlez comme des images pulsions dans le livre, à un Bah, moment. Est-ce que c'est lié à cela aussi, le fait? Est-ce que c'est lié aussi à sa méthode? Parce que ça aussi, vous en parlez dans l'essai, la fameuse méthode Verhoeven qui a adopté dès le début de sa filmographie, en sachant qu'il faut absolument se renseigner à 100% sur l'histoire du film, mais finalement, ensuite, il prend une autre orientation. Est-ce que c'est un lien avec tout cela, avec ces images pulsions dont vous parlez? il y a des images pulsions parce que ce Verhoeven, c'est un cinéaste de l'énergie, hein, de la dépense. Il y a beaucoup de que ça soit et ça va de la façon dont il tourne ses films jusqu'à la manière dont il les monte, dont il raconte l'histoire. Oui, alors tout est très pulsionnel dans le cinéma de Verhoeven parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont quand même mus par des pulsions, qui sont des pulsions sexuelles, hein, qui sont des pulsions de désir, de possession, de violence, qu'on retrouve chez le personnage de Rutger Hauer, de domination. Alors c'est vrai que c'est des pulsions sexuelles qui sont aussi des pulsions politiques. Hein. Je Hmm. pense qu'on voit très bien à quel point les personnages de ces mercenaires sont à la fois des anarchistes, des gens qui et en même temps des gens qui veulent qui tentent. Il y a un projet utopique dans le film, hein, de créer une communauté qui soit une communauté à la fois égalitaire, mais en même temps qui soit une forme de mini dictature. On sait que Verhoeven s'est inspiré d'expériences comme ça communautaires. Alors qu'il a déplacé d'époque, hein, mais qui ont existé. Beaucoup de personnages du film sont basés sur des personnages réels qui, à l'occasion de sièges de châteaux forts et puis de villes entières, ont tenté d'organiser des communautés qu'on dirait proto-communistes, hein, où tous les gens étaient habillés pareil, où il y avait un partage des biens et des femmes aussi, et qui a très vite basculé dans la violence et dans la tyrannie la plus totale, jusqu'à une forme d'autodestruction. Donc, c'est ça que raconte Verhoeven, qui est intéressé par les pulsions, mais qui est aussi passionné par tous les mécanismes du pouvoir politique et dictatorial. Il y a aussi ça dans tous ces films plus ou moins historiques, où c'est quand même quelqu'un qui est très méfiant envers toutes les formes oui, de domination politique et sociale. Il y a quelque chose de très troublant au niveau de sa mise en scène. J'ai revu le film pour préparer l'émission, donc récemment, donc en 2022. Le film date de 85 et je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, si vous l'avez revu récemment, mais premièrement, il y a comme ça c'était fameux, c'est la fameuse phrase de Godard qui dit, un film est généralement le documentaire du tournage. Moi, je ne connaissais pas à l'époque ce qui s'était passé au niveau du tournage. C'est en lisant votre essai que j'ai compris que finalement, c'était le bazar sur le tournage. Donc, et ça se reproduit exactement dans le film. C'est que, premièrement, j'ai pas cette impression que ce film date de 85. J'ai l'impression qu'il a été fait hier. Deuxièmement, j'ai même l'impression que le film a commencé à se faire avant que moi j'arrive devant lui. Donc, il y a un rapport avec le spectateur qui est très, très particulier. Il est extrêmement surchargé. Ça va dans tous les sens. J'ai rarement vu cette mise en scène-là, autant dans les premiers films néerlandais peut-être, mais ensuite, cette manière comme ça de sentir cette caméra qui est constamment en mouvement, les personnages constamment en mouvement, de voir aussi qu'il y a un hors-champ possible. Dans ce film, j'ai l'impression que le hors-champ est toujours là, que ça vit même dans un cadre qu'on ne voit pas, qu'il y a toujours de la vie. Hors-champ, c'est très très particulier ce film, c'est assez impressionnant et je trouve surtout qu'il est extrêmement intemporel. Est-ce que ça vous fait cet effet-là quand vous le revoyez ou quand vous l'avez vu récemment? Oui, bah, disons que Verhoeven, sur ce film et sur son tournage, a eu la chance de bénéficier, de s'appuyer aussi sur un complice, hein, sur un partenaire artistique très important qui est Yann de Bont, qui était son chef-op, pas attitré, mais disons qu'il avait déjà travaillé avec lui. Et après, Yann de Bont va devenir réalisateur à Hollywood. Et c'était un chef-op, un directeur de la photographie, qui a développé avec Verhoeven un style de mouvement de caméra extrêmement mobile,
Donc c'est vrai qu'il y a des mouvements de grue, des sortes je pense qu'ils ont utilisé la Luma, ou en tout cas des grues avoisinantes pour ce film, et aussi une caméra portée qui est au cœur de l'action et qui suit effectivement les personnages. Je pense que ce sentiment que vous évoquez devait être parfois sur le tournage de l'ordre du happening, c'est-à-dire qu'il devait non pas canaliser, mais exploiter la folie qui s'était emparée d'une grande partie des acteurs sur le tournage, qui étaient souvent en état d'ébriété, qui étaient souvent fâchés, en colère, excités, drogués, et qui faisaient un peu n'importe quoi. Donc je pense qu'il a exploité ça. C'est pour ça aussi que les acteurs passent leur temps à hurler dans le film. Ça, Verhoeven l'a regretté ensuite. Il a dit, c'est quand même, je maîtrisais très mal l'anglais à l'époque, donc j'ai peut-être eu tendance à faire surjouer les gens. Donc c'est vrai que c'est un film où les acteurs passent leur temps à hurler, mais il y a quelques exceptions. Donc ça peut être un peu, oui, il y a une forme d'hystérie comme ça. Alors, en même temps, c'est une hystérie qui est quand même typique du cinéma des années 80. Hein, si vous voyez il y a d'autres films comme ça qui sont dans l'exagération, dans une forme de délire. Alors il y a Verhoeven, Zulawski ou d'autres. Après, je sais pas en revanche si on pourrait encore faire un film comme ça aujourd'hui. Non, je pense pas, non. Ne serait-ce que pour la scène du viol, je ne crois pas qu'on Oui, puisse alors, faire un film comme ça. pour la scène, pour la représentation de la sexualité, mais aussi pour Oui. la manière dont le film a été tourné et conçu. Alors ceci dit, c'était pas un budget énorme, même pour l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça que ça se voit un peu, mais je pense qu'aujourd'hui, les choses, même quand elles sont assez crues dans la sexualité ou dans la violence, elles sont un peu plus aseptisées, elles n'ont pas la même esthétique. Là, on voit quand même une femme qui accouche d'un bébé mort-né, et puis après on met le bébé dans un tonneau, et puis on l'enterre dans la boue. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont très très choquantes, mais qui participent à un cinéma vous parliez de la pulsion, mais aussi un cinéma de la trivialité, hein, qui est vraiment celui de Verhoeven. Que vous évoquez dans le livre, il y a un sous-chapitre concernant le triangle. Le film, est-ce que aujourd'hui Verhoeven a un rapport toujours aussi conflictuel avec ce film? Bah, je crois que oui, malheureusement. Peut-être que cette réédition va lui permettre de se réconcilier avec le film. Non, je l'ai approché par l'intermédiaire de son producteur, Saïd Ben Saïd, et en revanche, il était prêt à participer à cette édition, mais comme le film n'a pas été storyboardé et qu'il a été tourné, comme je vous le disais, dans une sorte de chaos improvisé, enfin un peu involontaire, il n'a conservé aucune archive sur ce film. Donc ça veut dire, et puis c'est un film, disons que c'est un film dont il garde un si mauvais souvenir. C'était une expérience de tournage si douloureuse, parce que c'est aussi pendant ce tournage qu'il s'est fâché à mort avec son acteur Rutger Hauer, qui était quand même un peu son double cinématographique, avec lequel il avait travaillé depuis Floris, ils étaient très proches, et donc là leur amitié, leur relation professionnelle a explosé, parce que Rutger Hauer sachant que Rutger Hauer venait de signer des contrats, enfin avait l'ambition de devenir une vedette hollywoodienne, et qu'il avait déjà tourné un ou deux films à Hollywood. Retrouver Verhoeven pour tourner ce film avec un personnage aussi négatif, hein, c'est quand même un violeur. Il a eu très peur, parce qu'il s'est rendu compte que c'était très mauvais pour sa carrière et que c'était pas une bonne idée, qu'il n'aurait pas dû accepter en fait. Il a longtemps hésité, puis après il a regretté d'avoir accepté. Donc il a rendu la vie à Verhoeven absolument impossible sur le tournage. Après, le film a fonctionné normalement, plus ou moins en Europe, mais ça a été un énorme flop aux États-Unis. Flop. Heureusement que le film a très peu coûté, parce qu'il a vraiment rapporté zéro, quoi. Je crois qu'il a fait $100 000 de recettes, ce qui est quand même. Oh là là. Et donc ça a quand même été une blessure pour Verhoeven, parce que Verhoeven, il fait des films, il fait toujours des films pour qu'ils soient vus par le plus grand nombre. Donc c'est vrai que ça a été une expérience tellement épouvantable qu'il a préféré l'oublier.
Et il pointe surtout les défauts du film. Après, je pense qu'il est aussi conscient de ses qualités, mais il n'a pas forcément envie de... Ceci dit, Verhoeven a fait un commentaire audio du film qui est disponible aussi dans cette édition et qui est excellent. Donc, il en parle très bien. Mais je ne pense pas qu'il soit réconcilié avec ce film. D'ailleurs, je pense que même si un film comme Showgirls a bénéficié d'une réhabilitation assez spectaculaire au fil des années, je pense qu'il est aussi meurtri par l'échec de Showgirls, comme il est meurtri par l'échec de La Chair et le Sang. Je parle d'échec critique et commercial. Mais La Chair et le Sang, est-ce que La Chair et le Sang a eu un échec critique dans sa globalité, hein, que ce soit aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier? Alors, non, il n'a pas été très bien reçu sur le plan critique. En France, il avait été porté au nu, encensé par Starfix. Pour les autres revues, ça avait été beaucoup plus tiède. Je me souviens, à l'époque, je lisais des revues comme Première ou autres aussi qui disaient c'est bien, mais il en fait trop. Il aurait dû se calmer. Voilà, c'est trop excessif, c'est trop vulgaire, c'est trop dérangeant, c'est trop tout, quoi. Le film allait trop loin. Pour être accepté, pour être toléré, même pour être critiqué. Enfin, pour les gens, c'était tellement trop que c'était pas acceptable, quoi. Même à l'époque. Et je parle pas seulement de la scène du viol, je parle de la manière dont Verhoeven menait son récit, présentait ses personnages. Il y a tellement de situations rocambolesques, même totalement improbables. Enfin, il prend tellement de liberté dans ce film mais comme je le disais, par rapport à un film d'heroic fantasy américain, où il y a quand même une construction, une manière de jouer qui est là, le film était vraiment à la limite de l'acceptable, quoi. Ouais. Donc non, il n'a pas eu et c'est plus tard que c'est devenu un film. Mais j'aimerais, alors ça sera la dernière question, et là effectivement on sort un peu de La Chair et le Sang, mais j'en profite, vous êtes là, et en plus vous avez été contemporain comme moi de comment avait été reçu Showgirls à l'époque, hein, on est bien à l'époque, je m'en souviens très très bien. Comment vous pouvez, et puis voilà, c'est ça, comment vous pouvez expliquer, maintenant avec le recul, que Verhoeven est un cinéaste quand même très particulier par rapport avec certains de ses films, comment les films sont reçus et par la critique mais aussi par le public, et qui ensuite, 20 ans ou 15 ou 20 ans après, sont réhabilités de manière incroyable. Showgirls, aujourd'hui, personne se... Il y a que celles et ceux qui ont vécu, qui ont été contemporains de la sortie de Showgirls, qui se souviennent comment le film avait été juste descendu. Aujourd'hui, c'est une évidence que Showgirls soit un très grand film. Comment vous pouvez expliquer ça par rapport à Verhoeven? Il n'est pas le seul dans ce cas. Si vous regardez les films de Kubrick, à partir de 2001, chaque film de Kubrick au moment de sa sortie a été considéré comme un ratage. 2001, les gens ne comprenaient rien. Shining, ça faisait pas peur. Eyes Wide Shut, c'était un film complètement raté. Kubrick, si vous regardez bien ses derniers films, Barry Lyndon, c'était interminable, c'était trop ennuyeux. Si vous regardez tous les films de Kubrick à partir de 2001, il faut attendre 10 ans à peu près pour que ensuite ça soit un consensus et que tout le monde considère que ce sont des dates dans l'histoire du cinéma et des chefs-d'œuvre. Sans aller jusqu'à cet extrême, les films de Sergio Leone, c'est pareil. Les films de Peckinpah, c'est pareil. Les films de De Palma, c'est pareil. Ce sont des cinéastes qui poussent les curseurs un peu trop loin, soit sur le plan formel, soit sur le plan narratif, soit sur le plan du contenu. Quand on fait un film trop violent ou un film trop ambigu, on déchaîne les foudres de la critique et le public ne vient pas, même quand on est dans une période plutôt favorable à ces films-là, et même des films des années 70 qui aujourd'hui sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Je parle même pas de Scarface, de Palma par exemple, ou de plein d'autres films. Donc moi j'ai été contemporain de films comme Scarface ou Body Double ou La Chair et le Sang. Quand j'allais les voir, j'étais vraiment le seul. Je pensais que le film s'adressait uniquement à moi. J'étais le seul à admirer le film, à l'adorer, qui me hante, parce que c'était présenté dans une indifférence totale de la presse, enfin en tout cas de la presse grand public, du public lambda. Et moi, c'est des films que j'allais voir 3, 4 fois, 5 fois dès qu'ils repassaient dans la salle. Aujourd'hui, Body Double fait partie de la collection ultra collector de Ota, et les autres aussi. Donc, c'est des cinéastes qui ont pris trop de risques, parce que ce sont des cinéastes qui étaient des cinéastes
sans compromis et qui voulaient aller plus loin, explorer des choses nouvelles par rapport à leur propre cinéma et puis par rapport à certains sujets. Et ils savaient qu'ils allaient avoir des ennuis. Enfin, ils étaient conscients que ça allait pas être simple, mais ils avaient des producteurs, ils avaient des gros succès derrière eux, des gros succès commerciaux derrière eux qui leur donnaient cette liberté. Et cette liberté, ils l'ont utilisée et puis ils l'ont utilisée tant qu'ils ont pu. Et à partir d'un moment, alors Kubrick, c'est un cas particulier parce que là, il bénéficiait, lui, d'un statut justement assez unique où il était retranché comme ça en Angleterre, loin des studios. Et il avait un accord avec Warner qui lui permettait de développer des projets, de tourner ses films en totale liberté, en totale indépendance. Donc c'est quelque chose qu'il avait négocié et qu'il pouvait, parce que ces films, quand même, il savait que sur le long terme, ces films allaient rapporter de l'argent. Mais il faisait ça aussi. C'est pour ça la raison pour laquelle il était parti en Angleterre, parce qu'il était très loin des gens qui prenaient les décisions, il était très loin des studios, donc il pouvait avoir un peu plus de cette distance, lui donner plus de liberté. Des gens comme Peckinpah ou De Palma se sont très rapidement ou progressivement brûler les ailes. Ils n'ont pas pu continuer comme ça. Et Verhoeven, personnage beaucoup plus malin parce que il a eu à la fois des très gros succès et des très gros échecs. Et quand on regarde sa carrière, il a quand même réussi à faire quelques-uns de ses films les plus ambitieux, les plus personnels, les plus gonflés, les plus fous et aussi les plus chers à Hollywood. Il s'est finalement, comme on dit, swimming with sharks, il s'est retrouvé comme un poisson dans l'eau à Hollywood parce que il a dit finalement, ça n'a pas changé grand-chose à mes méthodes de travail, de ma façon de faire des films. J'avais la chance d'avoir quelques interlocuteurs qui étaient les bons, qui m'ont fait confiance. Et même s'il il a aussi la chance d'enchaîner 3 énormes succès commerciaux de suite, Robocop, Total Recall et Basic Instinct, qui lui a permis d'avoir une carte blanche pendant plusieurs films. Alors après, c'est vrai que Showgirls, ça a été plus compliqué. Starship Troopers n'a pas rapporté beaucoup d'argent. Et il a décidé de partir après Hollow Man parce qu'il avait le sentiment d'être enfermé dans un genre qui était celui de la science-fiction, du fantastique, qui lui plaisait mais qui ne lui suffisait pas. Je pense qu'au départ, c'était un peu un hasard s'il s'est retrouvé à faire un film de science-fiction parce que c'était pas un genre qui l'intéressait au départ. Et puis, Hollow Man, il a commencé à voir arriver des décideurs de studios qui n'étaient plus les mêmes et il savait qu'il n'allait plus bénéficier de la même liberté. Mais sa carrière est jalonnée de très très gros succès et aussi de quelques gros échecs. Et puis, et quant à sa réception de ses films, c'est pareil. Je me souviens que quand Basic Instinct est sorti, il n'y a personne qui a crié au grand film, chef-d'œuvre encore moins. Les gens trouvaient ça un peu vulgaire, racoleur. Enfin, on comparait avec d'autres films en disant quand même c'est vraiment du Hitchcock pour les nuls. Après, il y a eu un essai, d'ailleurs, Thomas Haydan a écrit un petit livre sur Basic Instinct qui le non pas qui le réhabilite, mais qui montre à quel point ce film, pour des gens plus jeunes, justement, a été beaucoup plus important que pour des gens plus vieux ou des critiques plus établis qui ont regardé ça avec condescendance. Verhoeven a souvent été traité avec mépris et condescendance parce qu'il traite un matériau qui est très vulgaire, qui est très trivial. C'est un cinéaste c'est un cinéaste naturaliste. Il s'intéresse à des choses, il s'intéresse à la fange un peu, à la boue à l'intérieur des gens. Enfin, parce que c'est pas un hasard s'il a beaucoup traité de la prostitution, de choses comme ça. Donc il y a beaucoup de gens qui se pinçaient le nez et qui continuent à se pincer le nez d'ailleurs au sujet de ces films. On ne peut pas dire que Benedetta a bénéficié d'une réception exceptionnelle. Je pense que quand on reverra le film dans quelques années, on se rendra compte que c'est un film passionnant et au niveau de ses films précédents. Et elle a été un succès plus évident parce qu'il a créé un effet de surprise de celui qui fait un film pour la première fois en France, en français avec Isabelle Huppert, et qui s'en tire très très bien et qui apporte un regard à la fois ironique et sur le cinéma d'auteur français. Mais c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas et je le compare vraiment à cette famille de cinéastes trop commerciaux pour susciter un enthousiasme direct de la critique, enfin évident de la critique, et trop personnel, trop obsessionnel pour rallier tous les suffrages du premier coup. On peut dire qu'il était parfois en avance un peu sur son temps, on va dire ça comme ça, peut-être.
Oui, 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 je pense et les gens n'ont pas perçu immédiatement la dimension satirique, politique et même morale de ces films. On parlait de Showgirls qui a été quand même très très chahuté au moment de sa Ah sortie, oui, mais vous vous souvenez aussi de Starship Troopers, ah oui, où les gens disaient que c'était un film de propagande nazie. C'était un film exactement. Raciste. C'était un film fascisant. J'ai entendu ça. mais même nazi, Nazi. et parce que les gens n'ont pas compris que c'était une satire, que c'était justement une satire de l'esthétisme des films de Leni Riefenstahl, et que c'est un film qui montrait comment on constitue une dictature, comment un État Mm. totalitaire envoie ses enfants sur le front, et c'était vraiment une satire d'un monde totalitaire. Donc voilà, parfois il faut être beaucoup plus consensuel et clair dans son propos. L'ambiguïté et la satire sont souvent mal perçues. Je crois que la réponse est dans le titre français de son premier film qui est, si je me trompe pas, Il faut voir ou quelque chose comme Qu'est-ce que ça. je vois? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Voilà. Bah, c'est ce que C'est vous dites. C'est c'est ce ça que que je vous dis dites dans parce que l'essai. c'est Ouais. vraiment, c'est un film qui est une comédie, qui est pas mal d'ailleurs, mais qui est assez mineur, qui est un premier film. Mais qu'est-ce que je vois? Et alors c'est une expression d'Amsterdam qui veut dire qu'est-ce que je vois, et qui en même temps, si j'ai bien compris, veut dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc en fait, ça correspond vraiment à Verhoeven, parce que lui, justement, contrairement à des cinéastes du hors-champ ou de la litote ou on peut pas tout montrer. Lui, il a vraiment envie de tout montrer. C'est un cinéaste. Alors, il montre pas tout n'importe comment. Il y a une morale de cinéaste, mais il n'a pas peur de montrer. Il n'a pas peur de tout mettre dans le champ, d'aller frontalement. Et ça aussi, ça a beaucoup dérangé. Notamment, évidemment, dans sa représentation de la violence et de la sexualité. Mais en même temps, il ne le fait pas de manière aussi sophistiquée, esthétisante qu'un Peckinpah, où là, ça peut effectivement poser des questions par rapport à une mise en scène baroque et opératique de la violence telle que Peckinpah la propose, avec un montage syncopé. Chez Verhoeven, il y a très peu d'effets. C'est ça aussi qui le rapproche du naturalisme, enfin d'un cinéma naturaliste, c'est qu'il montre tout, mais il ne le montre pas avec des ralentis, avec sa mise en scène n'est pas celle d'un De Palma ou d'un Scorsese ou d'un Peckinpah. Sa mise en scène, elle est finalement plus proche de celle d'un Robert Aldrich, beaucoup plus brute, carrée, frontale. Et ça, c'est encore plus dérangeant parce qu'il n'y a pas de filtre. On voit la violence, on voit les choses, mais on les voit. Et puis, il va très loin dans ce qu'il montre. Mais il le montre comme ça, sans faire de chichi, quoi. Bon, en tout cas, il faut soit voir ou revoir ou re-revoir La chair et le sang. Je rappelle, il y a un coffret ultra collector qui est édité chez Carlotta, Blu-ray, DVD, Master Haute Définition, plusieurs bonus, dont l'essai qui nous réunit aujourd'hui, Olivier Père et moi, Comment survivre. D'ailleurs, je montre le visuel quand même de l'essai, j'avais oublié, avec cette image extraordinaire qui est extraite du film et qui dit beaucoup aussi qui dit beaucoup du je disais que le film, voilà, on n'a pas parlé de tout, mais c'est vrai Ouais. qu'il y a des scènes, des images qui disent beaucoup de l'époque, du film et du cinéma de Verhoeven. Voilà, un couple d'amoureux qui s'embrassent. Je le montre de nouveau. Voilà. Dans des compositions. Je pense que c'est vraiment l'image qui résume tout le film, parce qu'on a à la fois la Renaissance et le Moyen-Âge, la mort et le désir sexuel, quelque chose d'un peu romantique, hollywoodien, et quelque chose qui est vraiment dégoûtant. Donc c'est ça le cinéma de Verhoeven. En tout cas, voilà. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations concernant comment vous pouvez vous procurer le coffret Ultra Collector, mais aussi le lien qui renvoie au blog d'Olivier Perc. Je vous invite à regarder parce que c'est assez intense et passionnant. Et encore une fois de plus, merci beaucoup d'avoir pris le temps de revenir sur ce film, de parler, de ça. Avec plaisir. Vous êtes le bienvenu. La porte est ouverte. Vous venez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Quand vous voulez. Merci beaucoup, Samir. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions.